Dans cette vidéo, Léa Galland nous initie à l'utilisation de la médiation animale en ergothérapie, mais pas que, aussi aux nombreux bénéfices d'avoir un animal à la maison pour aider les enfants à bouger plus et mieux pour grandir. Bonne écoute! Peux-tu nous définir c'est quoi la médiation animale en tant que telle, là, comme modalité thérapeutique? Alors, la médiation animale, en fait, c'est quelque chose d'assez large, c'est-à-dire que c'est la relation d'aide qui peut être préventive ou thérapeutique, qui allie en fait l'humain et l'animal. Donc en fait, c'est vrai que si on prend cette définition, c'est très 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 large. Mais moi, je l'aime bien cette définition, l'idée que c'est une relation d'aide, que ça va dans les deux sens, que c'est pas juste l'humain qui prend, mais c'est vraiment une relation entre l'animal et l'humain. Et ça, c'est chouette. Voilà, c'est ça pour moi la définition. Mais c'est quoi la différence avec comme la zoothérapie? Est-ce que c'est la même chose? Alors, en fait, je suis allée regarder un peu plus précisément ce que disait l'Association française de thérapie assistée par l'animal. Et en fait, ce que nous, on appelle la zoothérapie ou la thérapie assistée par l'animal, c'est vraiment une branche, si tu veux, de la médiation animale. Et c'est-à-dire que cette branche-là, elle est vraiment faite par les professionnels de santé ou les professionnels paramédicaux. Et sur le site de l'association, ils précisent bien en fait que la thérapie assistée par l'animal ou la personne en tout cas qui fait de la zoothérapie, c'est pas un métier en soi, c'est vraiment plus une spécialité en lien avec sa profession initiale, sa formation de base. Donc par exemple les ergothérapeutes, mais ça marche aussi pour les orthophonistes, les psychomotriciens, etc. etc. Donc c'est vraiment une sous-partie en fait. Donc, c'est une modalité. Tout à fait. Une modalité d'intervention, en fait. Ouais. OK. Donc, moi, comme ergothérapeute, je dirais que je fais de la zoothérapie si j'amène un animal et que j'utilise à visée thérapeutique. Oui. OK. Donc, je ferais aussi de la médiation animale. C'est le plus grand terme qui chapeaute tout, là, en fait. Exactement. Et dans les autres champs qu'on peut avoir, il y a tout ce qui est chien d'accompagnement social, le chien d'accompagnement pédagogique, tout ce qui est chien visiteur, tu sais, plutôt avec les personnes qui sont bénévoles. Il y a l'activité assistée par un animal, donc ça, ce serait plus pour le versant vraiment éducation sportive, par exemple les personnes qui sont APA. Il y a l'animation assistée par un animal, donc ça, c'est plutôt les personnes qui ont une formation d'animateur social. Donc vraiment, voilà, il y a plein de champs différents. Mais tout ça, ça peut être regroupé sous le terme de médiation animale. Donc, en ce qui nous concerne, dans le fond, c'est pas si important le terme, c'est s'accrocher un peu dans les fleurs du tapis. C'est plus qu'en ergothérapie, on va amener un animal. Et exactement. Un animal, c'est thérapeutique en soi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, cependant, qui est plus dans tout ça que juste amener un animal? Est-ce que moi, si demain, j'amène mon rat dans la session, est-ce que je peux dire oui? Est-ce que je fais automatiquement de la médiation animale? Eh bien, pas forcément. Quelque chose de spécifique là, que je dois faire pour que ça soit ça? Exactement. En fait, toute la différence, c'est que si tu amènes juste un animal, ça va être une relation, on va dire, très spontanée. Et en soi, c'est déjà un bénéfice. Mais nous, avec notre œil de thérapeute, et avec tout ce qu'on aura préparé en amont, c'est-à-dire que nous, on va réfléchir, si on se dit, bon, voilà, j'ai le projet de faire de la médiation animale en séance, donc je vais choisir déjà un animal qui soit peut-être plus adapté au public que je reçois. Je vais peut-être former cet animal pour qu'il soit adapté avec mon public, qu'il sache comment se placer, qu'il sache comment réagir, qu'il soit à l'aise. Et puis moi, en tant que thérapeute, je vais réfléchir à des objectifs moteurs, mais d'autres objectifs qui vont utiliser l'animal pendant ma séance. J'aime pas trop le terme d'utiliser, mais en tout cas, qui vont, en tout cas, je vais me dire, ça c'est une bonne opportunité, c'est un bon médiateur pour les objectifs thérapeutiques que j'ai en séance. Alors que si j'amène juste un animal et que voilà, il est là comme ça, bon, peut-être qu'il va se passer des trucs chouettes, mais ça n'aura pas été vraiment préparé. Il n'y aura pas vraiment d'objectif en amont réfléchi pour ça. OK. Et au-delà, est-ce qu'il y a des principes qu'on doit appliquer ou qu'on doit connaître? Dans ma pratique, moi, ce que j'ai vraiment vu, les principes fondamentaux, c'est vraiment
déjà s'assurer que le chien, ou alors moi je parle beaucoup du chien, mais ça peut être de la médiation avec d'autres animaux, hein, s'assurer déjà de la sécurité. Ça, c'est vraiment la priorité de base. Être sûr que le chien, il est en bonne santé, que on fait vraiment attention à son bien-être, qu'il ait des temps de repos dans la journée, dans la semaine, qu'il soit suffisamment dépensé, etc. Finalement, un peu comme nous, hein, qu'il soit prêt pour son travail. Un des autres principes fondamentaux, c'est vraiment le consentement de l'enfant et de sa famille. Si les parents, ils sont pas OK pour ça, et l'enfant aussi. Après, des fois, moi, j'ai eu des familles où c'était vraiment un de leurs objectifs, c'est-à-dire que au-delà des aspects vraiment purement ergo, ils avaient vraiment comme objectif de se dire voilà, moi, mon enfant, il a peur des chiens, je vois à quel point ça le bloque dans le quotidien, parce qu'en fait, là, s'il croise un chien dans la rue, mon enfant, il se met en danger, il va traverser la rue sans regarder s'il y a des voitures ou quoi. Donc, il faut vraiment qu'on travaille ça, et c'était du coup une belle opportunité de le faire, mais il faut que ce soit OK pour la famille. Des fois, il y a des enfants et des familles où c'est pas du tout l'objectif, et là, on ne va pas utiliser le chien de médiation. Et puis, après, nous, d'un point de vue ergo, on va dire avoir des objectifs précis, pas faire intervenir le chien à tort et à travers. Il faut vraiment que ce soit une plus-value pour notre séance, et pas juste parce qu'on veut utiliser le chien, forcément. C'est à peu près ça. Donc, à t'écouter parler, je peux entrevoir qu'il y aurait tellement d'objectifs possibles. On t'a parlé surmonter sa peur de l'animal, mais on pourrait avoir des objectifs sociaux au niveau de l'empathie, l'organisation, etc. Quel type d'objectifs moteurs on pourrait avoir qui pourrait bénéficier d'un animal pour les Alors, on pourrait les différencier en un peu deux grosses catégories d'objectifs. Il y a tout ce qui est objectif de motricité globale. Donc là, par exemple, tout ce qui est faire des parcours moteurs pour travailler l'équilibre, pour travailler la coordination œil-main, des choses comme ça. Vraiment les gros parcours pour le tonus. Tout ça peut être super bien avec le chien. En extérieur, moi j'aime aussi bien l'utiliser pour tout ce qui est la marche. J'avais une petite fille, on a travaillé la marche, elle était toute petite, donc là c'était une super motivation de suivre le chien dehors. ça marchait vraiment bien. Et puis du coup c'était intéressant de le faire à l'extérieur, parce que du coup si le terrain est pas plat, s'il y a de l'herbe, il y a plein de choses à gérer un peu différemment. Tout ce qui est apprentissage du vélo aussi, on n'en parle pas forcément, mais du coup c'est une super motivation de se dire on va faire du vélo, comme ça on ira aussi vite que le chien. Et puis on va dehors pour tout ça c'est super. Aussi pour tout ce qui est gérer les passages piétons, gérer son environnement extérieur. Alors c'est pas un truc à faire tout de suite, hein, mais moi quand mes patients ils commencent à être assez bons à vraiment bien gérer leur environnement extérieur, prendre bien les informations qu'il faut, et du coup c'est une super motivation de se dire ok, on va aller balader le chien, il faudra bien t'arrêter au passage piéton, bien regarder. Après il y a tous les objectifs plutôt on va dire de motricité fine, et alors là en fait, la limite, c'est notre imagination, j'ai envie de dire. Parce que là, moi, j'ai plein de jeux avec le chien et qui peuvent faire travailler tout un tas d'objectifs. Alors toi, je sais que tu es très fan d'écriture. Je sais. C'est mon petit doigt qui m'a dit. Donc, au cabinet, j'ai un gros dé en mousse. Et dans ce dé-là, en fait, je peux changer en fait ce qu'il y a sur chaque face. Donc je peux mettre des petites cartes dedans. Donc soit je fabrique les cartes avec les enfants, soit je les fabrique en amont. Et par exemple, si on travaille sur certains tracés de lettres, sur certains mots à écrire, le chien lance le dé, ou l'enfant lance le dé, le chien ramène le dé. Bon, ça c'est pas encore très 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 bon, mais on va dire surtout le chien lance le dé. Ça elle aime beaucoup faire. Et du coup, c'est elle qui choisit quelle lettre doit travailler l'enfant, etc. Et c'est beaucoup mieux que si c'est moi qui le fais. Donc ça marche très, très, très bien. Pareil dans... Attends un petit peu. Dans le fond, le chien, Pam, va comme avec son nez donner un coup sur le dé, puis ça va tomber sur une face. Puis ça, c'est dans le fond le choix du chien, c'est ça? Exactement. Alors, sauf que la mienne, elle est un peu trop délicate. Alors, son nez, ça marche pas trop. Donc, elle pose la patte dessus pour faire rouler le dé, parce que c'est un peu une princesse. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est cool.
Oui, c'est cool. Et C'est les vraiment enfants cool. sont hyper motivés. Ils viennent reposer le dé, ils lui redonnent, Mais ils disent, oui. allez, tu lances et tout. Et du coup, bam, lance le dé à nouveau. Ça marche très très bien. Et ils sont hyper motivés du coup pour former leurs lettres et pour y aller bien, pour bien s'appliquer, tout ça. Dans les autres choses pour l'écriture, parce que je continue sur l'écriture, toi, je sais que tu aimes bien. Dans ma pièce, parce que Pam n'est pas là tous les jours. Donc, il y a des jours où OK. elle n'est pas là parce que c'est ses jours de repos. Donc, j'ai fait une petite boîte aux lettres où il y a écrit boîte aux lettres de Pam. Et donc, les enfants laissent des petits mots, des petits dessins, des choses comme ça pour Pam dans la boîte aux lettres. Et après, ils ont le plaisir de la voir ouvrir la boîte aux lettres et je leur montre voilà, que Pam, elle a lu leur courrier, qu'elle est hyper contente. Donc ça, c'est une grosse source de motivation à chaque fois. Ah, tellement! Je viens juste d'imaginer une idée. Ça va me prendre un chien, mais ou un rat intelligent. Mais Exactement. l'idée, c'est par exemple une boîte avec 26 balles dedans et une lettre sur chaque balle. Et on lance les balles et le chien va en chercher une, Ramener. la ramener. Oh, je suis toute excitée, oui. Eh ben, on a un peu pareil au cabinet, c'est-à-dire que tu vois les gros puzzles en mousse avec les lettres là, ceux qu'on Ah utilise pour oui, faire des oui, tapis pour les c'est petits vrai. génies. Ouais. Et ben du coup, moi ce que je fais, c'est j'en mets plusieurs dans ma pièce et le chien s'arrête sur une lettre, hop, il s'arrête, on dit ah, elle a choisi cette lettre-là. Du coup, on fait la lettre ou on fait un mot qui commence par la lettre ou des fois pour les plus grands, ben regarde, il faut que tu commences par un prénom et que tu imagines une histoire, enfin voilà. Et du coup, les possibilités sont énormes. Sur l'écriture, on peut faire plein de choses et ça motive à fond. Est-ce que ton chien, tu as eu besoin de l'entraîner à faire ça? Ou Oui. spontanément, vu qu'il y a des lettres, il y a des choses, elle va aller vers ça et on va dire, ah, regarde, elle est sur le P, elle a choisi le P, ou tu l'as préparé un peu? Alors, Pam, en fait, depuis que je l'ai toujours entraînée avec une éducatrice canine au départ. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré une dame qui avait les deux casquettes. Moi, j'étais persuadée que chacun son métier. Moi, je ne suis pas éducatrice canine, je ne suis pas capable de faire ça toute seule sans avoir un retour de quelqu'un dont c'est le métier. Et donc cette personne-là, elle était à la fois éducatrice canine et elle faisait aussi de la médiation animale avec des enfants autistes. Donc ça, j'étais très très fan. Je me suis dit, oula, c'est parfait. Et du coup, on a beaucoup travaillé pour que Pam, elle apprenne des nouveaux jeux, pour que cette personne-là vienne en séance avec moi pour vérifier que le chien aille bien, qu'elle se comporte bien avec les enfants, que l'environnement était safe et sécure pour elle. Voilà, tout un tas de choses. Et du coup, là, on continue toujours. En fait, là, j'ai trouvé une nouvelle personne parce que la première éducatrice de Pam a malheureusement déménagé. Mais du coup, on continue toujours. Et en fait, les chiens, c'est comme les humains, hein, ils adorent apprendre. Donc voilà, il y a toujours des nouveaux exercices à apprendre, des nouveaux jeux avec les enfants. Et ça, c'est très, très, très chouette. Est-ce que l'enfant autiste qui a déjà, par exemple, un chien, est-ce que tu utiliserais ce chien-là dans la thérapie un peu? Disons que tu es une thérapeute qui n'a pas son propre chien en médiation animale, mais que tu as un enfant qui a un chien soit thérapeutique ou un chien tout simplement chez lui. Est-ce que tu pourrais dire amène ton chien et on va travailler avec lui? Tout, Est-ce que c'est tout une va option? dépendre je pense, de la relation que l'enfant il a avec son chien parce que j'ai certains enfants qui ont un chien chez eux mais que ça n'intéresse pas. D'autres, au contraire, où là, c'est un vrai facteur de motivation. Donc, si c'est un vrai facteur de motivation, ça pourrait être une super, moi, je pense, opportunité. En gardant les parents avec nous en séance, parce que c'est pas notre chien, donc c'est bien que le responsable et le maître du chien soient là aussi. Et ça peut être vraiment quelque chose de très chouette. Et surtout, je trouve que pour généraliser après à la maison, ça peut être une super opportunité, en fait. Comme s'il continuait là, un peu ce qu'il a appris en thérapie à la maison avec papa et maman, ça peut être chouette, plus sympa que de dire bon, alors cette semaine, vous entraînez à tracer la lettre P. Ça peut être plus sympa. Tellement. Mais j'imagine que c'est pas pour tous, parce que le chien pourrait être stressé
par cette idée-là de venir au cabinet puis de Tout à sentir fait. d'autres animaux. Ou toi, peut-être que tu pourrais aller à domicile, essayer de voir comment impliquer le chien. Puis je pense que c'est une inspiration à retenir parce que en t'écoutant aujourd'hui, c'est sûr qu'on va se dire « Ah, ça serait vraiment le fun d'avoir un chien puis de pouvoir avoir le choix de cette modalité-là, mais c'est pas nécessairement réaliste. » Mais les enfants en ont des animaux, donc nous, est-ce que si c'est pas réaliste que l'enfant amène son animal, est-ce qu'on peut considérer utiliser cette modalité-là à travers une visite à domicile, par exemple? Oui. Bah, je pense que de toute façon, c'est toujours mieux si c'est au domicile de l'enfant, comme ça, le chien ou l'animal, en tout cas, il a ses repères. Et après, d'être vigilant à y aller doucement, en fait, à vraiment prendre le temps de nous aussi construire la relation avec cet animal, qui nous fasse confiance, que ça se passe bien, et puis avoir des petits objectifs au départ pour commencer et que ce soit un succès, en fait. Si on commence avec des choses très difficiles, à la fois pour l'enfant, pour le chien, pour nous, ça marche pas. Mais des petits objectifs, ça peut vraiment, vraiment être chouette. Moi, j'avais un petit loulou, j'allais chez lui à la maison, il avait un chien. Il avait un chien de l'association, je sais pas si tu connais Andy Chien, qui forme des chiens d'accompagnement. Donc, c'est une association qui est sur Lyon. Contrairement aux associations, par exemple, pour les chiens guides d'aveugles, là, c'est vraiment des chiens pour la socialisation. Et l'objectif, c'était que quand il serait suffisamment âgé pour pouvoir le faire, qu'il pourrait emmener son chien au collège, par exemple. Et du coup, nous, on travaillait beaucoup dehors dans le jardin avec le chien, notamment la marche, la marche et tout ça. Et là, c'était vraiment une grosse source de motivation. Et là, c'était facile parce que tu vois, ce chien, il était déjà formé, en fait. Il était très bien codé, il avait l'habitude d'écouter les consignes, il était patient, il était vraiment dédié à cet enfant. Donc, c'était vraiment le bon cas de figure. Bon, c'est pas toujours comme ça, hein, mais je pense à cet enfant parce que là, ça avait vraiment super bien marché. Pour le coup. Mais je pense qu'on a une association similaire au Québec. C'est Mira, dans le fond, qui s'implique à former les chiens guides aussi au niveau de la déficience visuelle, mais également beaucoup pour les enfants autistes, pour la régulation, la socialisation aussi. Donc, ça doit être l'équivalent. Tout à fait. As-tu d'autres idées d'activités, motricité fine, motricité globale, pour nous aider à visualiser les possibilités? Ouais. Alors, pour la motricité fine, il y a aussi toute la partie soin du chien qui fonctionne bien. Et du coup, ça va être d'aller dans soin, j'implique aussi tout ce qui est alimentation. Donc en fait, il suffit d'avoir plein de petites boîtes avec plein de petites serrures un peu difficiles, des sachets compliqués à ouvrir, des choses, des pots un peu hermétiques où il faut de la force et on va cacher les petites croquettes dedans, tout ça. Ça fonctionne très très bien. Tout ce qui est jeu de lancer aussi, ça fonctionne bien avec tout un tas de choses. Moi, j'en ai où c'est... je sais plus comment ça s'appelle ça, mais en tout cas, il y a un bouton vraiment dur à appuyer pour travailler au niveau du pouce et pour lancer la balle. Alors, la balle part très très loin et les enfants sont très très contents, mais au départ, il faut vraiment forcer. Et après, sinon, de façon générale, peu importe l'activité, mais ça peut être de se dire... on fait cette activité-là et à chaque fois qu'on fait cette activité, on gagne une petite croquette. Et moi, j'adore faire ça avec mes patients. Donc, au bout de 3 ou 4 croquettes, on dit « Ok, c'est bon. Et maintenant, on va cacher les croquettes dans le cabinet. » Alors ça, mes patients, ils adorent. Ils cachent les croquettes dans le cabinet. Et après, le but du jeu, c'est de ne pas dire aux chiens où est-ce qu'ils ont caché les croquettes. Ça marche pas à chaque fois. Souvent, ils sont très bons joueurs. Ils aident énormément. mais voilà, du coup, en fait, c'est ça que je trouve chouette. C'est que même si l'activité n'est pas dédiée sur chien, ça marche très très bien pour les motiver et se dire ok, on gagne des croquettes pour le chien, ça va être super. Alors moi, je mets vraiment des petites parce que sinon, ça fait des trop grosses portions de nourriture pour la journée. Mais ça fonctionne bien. Dans les autres choses que j'ai au cabinet aussi, c'est que j'ai fait des puzzles, maintenant on peut faire ça, des puzzles personnalisés avec des photos du chien. Et du coup, juste une activité puzzle, en fait, avec le chien, c'est vachement plus motivant que ce que j'avais avant sur Pas de patrouille, etc. Oui, vraiment. Donc, tu utilises le chien. Quel autre animal peuvent être utilisés ou démontrent du potentiel? Dans les animaux qui ont beaucoup de potentiel, je pense qu'il faut parler de l'équithérapie avec les chevaux. Ça, je pense, ça a un gros potentiel.
Après, avec les problématiques qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est pas forcément accessible pour tout le monde si on habite en ville, etc. Et puis, c'est un coût qui est quand même plus important. Mais ça, c'est sûr que pour travailler tout ce qui est posture, tonus, régulation émotionnelle, enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut travailler avec ce médiateur-là. Donc ça, c'est super chouette. Je pense que tout ce qui est aussi chat, ça marche à mon avis très bien, tout en veillant bien sûr aux mêmes règles que pour les chiens, c'est-à-dire qu'ils aient suffisamment de temps de sommeil dans la journée, qu'ils aient un coin vraiment à eux pour qu'ils puissent se ressourcer, etc., qu'ils soient bien à jour au niveau santé, tout ça. Les chats sont pas un peu moins prévisibles ou entraînants, que... Oui, c'est plus difficile, je pense. Hein. Ça, c'est évident que c'est plus difficile et on va pas forcément pouvoir leur demander la même chose qu'un chien. Alors, sauf si on a un chat très, très, très bien entraîné et qui... Voilà, mais c'est quand même plus difficile alors qu'un chien, ça va aller vite, entre guillemets. Il apprend très vite et il comprend très vite. Et après, il y a tout ce qui est petits animaux, les rongeurs, les lapins, les animaux comme ça fonctionne bien aussi, c'est chouette. J'avais même vu que certains avaient essayé aussi avec des animaux aquatiques, type les dauphins, tout ça. Bon, là, ça part dans des choses un peu plus... voilà, mais ça existe. Un aquarium avec un poisson. On vient d'avoir un épisode sur le oculomoteur, donc on peut travailler nos poursuites visuelles en regardant le poisson. Exactement, ça peut. Hein. Ça peut. Après, je ne sais pas si la motivation sur le long terme fonctionne, mais au moins pour une fois, ça peut. Oui. Mais moi, ma fille, à une époque, avait des dégus qui sont comme un croisement entre un chinchilla et un rat. Et ils étaient dans une cage et je les avais amenés quelques fois juste par curiosité pour amener un peu... conversation avec l'enfant, puis les observer, mais je les avais pas utilisés comme tels de manière thérapeutique, mais juste leur présence déjà peut faciliter certaines choses. C'est sûr. En fait, je trouve que aussi ça change un peu la dynamique de la séance parce que on est obligé aussi de se faire au rythme aussi de l'animal et au rythme de l'enfant. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que des fois on arrive, on est un peu à fond et hop. Là, on est obligé de se dire, ok, il faut le temps de présentation, que l'animal et l'enfant se disent bonjour, tranquille, faut qu'ils aient leur petit temps à eux, leur petit sas et on peut travailler après. Et puis pareil, à la fin, il faut qu'il y ait ce petit sas de on se dit au revoir, oh mon Dieu, on va pas se voir pendant une semaine. Oh. Ah oui, vraiment, hein. Alors, tu nous as parlé des types d'animaux. Est-ce que c'est plus utilisé avec certains types d'enfants ou de personnalités? Oui, alors, je pense que ça peut vraiment s'utiliser avec beaucoup de types d'enfants. Pour moi, ce qui serait important, c'est un enfant déjà qui n'ait pas forcément peur de l'animal. Ou s'il a peur, il faut vraiment être sûr que ce soit un objectif et qu'il soit OK de travailler cet objectif-là, pas quelque chose qu'on va lui imposer. Un enfant qui se mette pas en danger ou qui mette pas en danger l'animal. Moi, je travaille avec des enfants qui peuvent quand même avoir des gros troubles du comportement. Donc là, je vais être très, très, très vigilante parce que je veux pas que ça déborde ou que ça soit un risque pour l'un comme pour l'autre. Donc ça, voilà. Et je dirais les enfants aussi qui sont, on va dire, trop contents de voir l'animal ou limite, ça peut vraiment les empêcher de travailler. Donc là, c'est pas que je vais pas mettre le chien, hein, mais c'est juste que je vais limiter peut-être les moments où ils verront le chien pendant la séance. C'est-à-dire souvent, c'est au début, après je fais sortir un peu le chien, on travaille, on se concentre réellement parce que vraiment l'attention, s'il y a le chien à côté, voilà, dès que le chien il cligne d'un œil, l'enfant il est plus avec moi. Donc voilà, et après hop, on retourne voir le chien et puis hop, on revient et là on peut faire un peu des va-et-vient comme ça. Mais sinon, après, en termes de type de population, c'est sûr que tous les enfants avec des défis moteurs, ça peut vraiment très très bien fonctionner, ça peut vraiment être un intérêt pour eux. Moi, je travaille beaucoup avec des enfants autistes, donc là, il y a vraiment un intérêt sur le plan sensoriel, un intérêt sur le plan de la communication, enfin vraiment, c'est très très chouette. Je rajouterais aussi tous les enfants avec tout ce qui est troubles de l'oralité alimentaire.
Moi, mon chien, c'est les séances qu'il préfère, hein, clairement, parce que c'est quand même super chouette de manger pour lui. Et puis, elle est pas difficile, hein, c'est-à-dire que les haricots verts, les brocolis, tout est bien, quoi. Surtout si c'est l'enfant qui donne. Alors là, c'est vraiment, vraiment top. Et les enfants, généralement, me regardent avec des grands yeux, l'air de dire, mais... Ah, il a mangé le brocoli. Bon, je vais peut-être y aller, du coup, je vais peut-être essayer quand même. Alors que si c'est nous, adultes, qui faisons « le brocoli, c'est vraiment génial. Ça marche moins bien. » Ah, wow! Non, c'est vraiment cool, ça, cette possibilité-là. Oui, comme je disais tantôt, je pense qu'il y a tellement d'objectifs possibles avec les animaux. Est-ce que Pam facilite aussi en jeu libre, dans le fond? Oui. Comme juste jouer avec Pam, c'est sûr que ça fait bouger l'enfant d'une manière variée. C'est ça. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est vraiment chouette en jeu libre, c'est-à-dire que vu que l'animal, il n'est pas jugeant, il va pas donner son avis pour dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Sur tout ce qui est prise d'initiative et jeu libre, c'est vraiment très, très chouette. Et moi, c'est pas rare que à la fin de la séance, quand je suis en train de débriefer avec le parent, de faire un point et tout ça, en fait, je retourne et les enfants soit en train de jouer avec le chien, soit en train de lui raconter leurs petits secrets. Enfin, voilà, il se passe des choses chouettes dans cette relation et on n'a pas besoin d'être tout le temps à l'initiative, en fait. Là, c'est chouette aussi de les voir prendre des idées, essayer des choses... Voilà, se cacher dans le hamac pour voir si le chien va nous trouver, se cacher derrière une porte pour voir si le chien va nous trouver, lui raconter des histoires, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui utilisent la médiation animale? Je pense que c'est une pratique qui se développe de plus en plus. Avec la difficulté, c'est que du coup ça nécessite quand même d'avoir un cadre de travail qui s'y prête, c'est-à-dire que si on est beaucoup en déplacement dans les écoles, etc., c'est pas forcément facile. Je parle pour la partie en libéral, hein. En institution, je sais que ça se développe aussi de plus en plus, pas forcément avec un public d'enfants, mais aussi par exemple en maison de retraite. Ça s'y prête bien et on sait qu'il y a beaucoup de bienfaits pour les personnes âgées de la présence d'un animal. Donc je pense que ça se développe, mais c'est pas une pratique qui est complètement généralisée non plus. D'accord. Donc, est-ce que tu as, par exemple, un groupe Facebook que tu fréquentes avec d'autres ergothérapeutes qui... Alors, moi, quand je m'étais formée sur, avec une orthophoniste, et du coup, on a un groupe Facebook avec cette orthophoniste qui s'appelle Un chien chez l'ortho, et qui est assez chouette et qui est assez participatif pour celles qui ont fait la formation, celles et ceux qui ont fait la formation. Mais je pense qu'il y a des groupes Facebook qui doivent exister sur médiation animale et ergothérapie, mais je t'avoue que je ne les connais pas. Je fais partie de ceux des orthos, bizarrement. Mais garantis qu'il y a au moins une des ergos qui nous écoute qui va dire « Oh, ça m'intéresse d'aller... » peut-être plus loin, puis surtout de le faire dans un contexte, une perspective d'ergothérapie, ce qui peut différer de ce qu'on peut recevoir si on est formé par quelqu'un de plus neutre au niveau professionnel. Tout à fait. Je pense, ça, c'est sûr. Et justement, quand on fait les formations de zoothérapie, je trouve que ce qui manque, c'est vraiment cette perspective d'ergo. C'est-à-dire que souvent, c'est des formations qui sont quand même assez généralistes et qui ont du mal à s'adapter à notre cadre de travail et à nos objectifs que nous, on peut avoir en tant qu'ergo. Donc, ça manque vraiment d'avoir quelque chose vraiment dédié à notre profession, encore une fois. Donc, c'est une question pertinente. Oui. Alors, allez rejoindre Léa, former un groupe et développer la médiation animale en ergo. Est-ce qu'il y a des études sur la médiation animale qui existent que tu aimerais nous partager? Puis, j'imagine que c'est non, mais est-ce que tu en as déjà lu en ergothérapie? Alors, en ergothérapie, je pense que chaque année, il y a énormément de mémoires d'ergothérapeutes sur le sujet. Parce que moi, je sais que je suis sollicitée beaucoup sur ce sujet à chaque fois. Année. Oui, c'est ça, par les étudiants de 3e année. Donc ça c'est chouette. Je pense que si on veut lire des mémoires là-dessus, il y en a plein. Après, en termes d'études et de recherche, il y a beaucoup d'études. Alors, je les ai pas toutes en tête, mais il y a beaucoup d'études
sur le sujet enfants porteurs d'autisme et médiation animale, parce que là, il y a vraiment des intérêts thérapeutiques qui ont été évalués et cotés, etc. Et là, dernièrement, j'ai lu une étude qui, je pense, va beaucoup t'intéresser. Elle est très récente parce qu'elle date de 2024. Okay. Je me suis notée dans quel journal c'était. C'était dans l'International Journal Behavior, Nutrition and Physical Activity. Okay. Et là, ils avaient... Alors, je l'ai peut-être très mal prononcé, tu m'excuses. Mais là, ils ont montré quelque chose de vraiment intéressant. Ils ont montré que le fait d'avoir un animal chez soi... ça augmentait le taux d'activité physique et ils ont montré que ça a augmenté beaucoup, surtout pour les petites filles qui, au bout d'un moment, en fait, on s'aperçoit qu'elles décrochent en termes d'activité physique, on va dire, intense par rapport aux petits garçons du même âge. Et que le fait là d'avoir un animal, ça entraîne et ça maintient cette activité physique. Donc ça, je trouve, c'est super intéressant d'avoir ça en tête. Oui, c'est ça. Ça peut faire partie des recommandations ou conseils lorsqu'on rencontre une famille avec un enfant qui a besoin de beaucoup plus bouger librement pour justement grandir dans son corps et tout ça. Et si c'est une famille qui dit « Ah, on pensait justement peut-être se procurer un chien, un animal et tout ça. » Donc, ça peut vraiment être un bon boost pour le développement de l'enfant, juste d'une manière naturelle. Et je dirais que même à tous les âges, en fait, le simple fait d'avoir un animal, on est obligé de sortir, de le balader. Donc, on est obligé d'avoir une activité physique pas forcément intense comme pour avoir un enfant qui court avec son chien toute la journée dehors, dans le jardin, etc. Mais ça, même, je dirais, pour quelqu'un d'un peu plus âgé, ça peut être vraiment intéressant de se balader tous les jours, d'avoir des interactions sociales avec des gens qu'on n'aurait pas eu forcément de centre d'intérêt en commun. Ça, c'est vraiment chouette aussi. Mais au-delà, moi, je pense aux enfants qu'on incite à retourner au sol pour développer plus leur posture, leur ceinture scapulaire. Et plus les enfants sont grands, plus ils font des jeux intenses de la motricité globale debout. Mm-hmm. Et avoir un animal, ça nous incite à s'asseoir par terre, à se déplacer à quatre pattes pour le suivre, à prendre sa balle, à s'accroupir. Donc, ça fait faire des mouvements qu'on fait pas spontanément autant. Tout à fait, tout à fait. Et puis, les chiens aiment beaucoup qu'on se mette au sol, qu'on soit proche d'eux, qu'on les regarde. La proximité physique, c'est important pour eux. Donc, effectivement, tout ce qui est activité au sol... Quand on a un chien, on est plus tenté de le faire, ça c'est évident. Mm-hmm. Ah oui. Tantôt, tu as mentionné qu'il fallait porter attention à l'aspect sécurité, autant pour le chien que l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre? Oui. Moi, dans les précautions que je conseillerais à tout le monde, c'est si vous choisissez d'avoir un chien de médiation au cabinet, en libéral ou même en salariat, de prendre quand même un éducateur canin spécialisé qui a un peu ce regard extérieur et qui est vraiment spécialisé sur le chien. Pas sur votre pratique d'ergo, mais vraiment sur le chien pour vérifier que tout se passe bien pour le chien. Parce que même si c'est son chien, qu'on le connaît bien, qu'on sait bien le lire, qu'on comprend bien ses comportements, moi je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un d'extérieur qui a un peu cet œil-là d'expert sur... comment se met en place la relation, est-ce qu'il n'y a pas des signaux qui montrent que le chien il aurait besoin de plus de repos, plus de distance, Ça c'est vraiment important. Et puis bien sûr, continuer à lire, de se documenter, continuer à se nourrir intellectuellement là-dessus, ça je pense que c'est vraiment important. Mais est-ce que cet éducateur canin-là, tu l'invites à chaque fois, il est toujours présent ou c'est occasionnellement, non. Il vient observer et voir comment ça se passe et donner des conseils? Oui. Oui, vraiment de façon ponctuelle, mais je dirais qu'au début, surtout quand le chien il est jeune et qu'on est vraiment dans ce processus-là de OK, on veut que ça se passe bien, on veut que là peut-être de le faire de façon plus régulière. Donc, comme je te disais, moi ma chienne maintenant elle a 6 ans, donc évidemment c'est pas quelque chose que je fais toutes les semaines, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce relais-là et ce retour de façon régulière, c'est vraiment chouette. OK. On a besoin de quelqu'un... dont c'est le métier aussi. Tout à fait. Aller se former, ça fait du sens, c'est certain, si ça nous intéresse. Sinon, as-tu des lectures pour nous rentrer un peu dans le sujet et qu'on puisse explorer si ça pourrait être approprié pour nous?
Alors, il existe plein de bouquins sur la zoothérapie de façon générale, voilà, des choses très poussées, très documentées. Mais moi, quand j'ai commencé avec ce petit bouquin-là, que je trouve très pratico-pratique. Ça s'appelle « Jouer avec son chien dans la maison ». C'est de Anya Jacob. Et elle donne plein de petites idées de jeux et d'activités ludiques à faire à la maison avec son chien. Et en fait, ces activités-là, ça peut vraiment être transposé assez facilement, moi j'ai trouvé, au cabinet d'ergothérapie. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup inspirée et puis c'était facile, très pratico-pratique à mettre en œuvre. Donc celui-là je l'ai beaucoup aimé, je le conseille à chaque fois à mes collègues qui réfléchissent et qui se disent ah, par quoi on commence. Ben, merci pour la référence parce que c'est vrai qu'en t'écoutant, là, je réalise qu'on a beaucoup axé l'épisode sur la médiation animale en contexte d'ergothérapeute, mais par exemple, un parent qui nous écoute ou même une éducatrice et tout ça, donc ça donne à avoir un animal. Justement, ta recommandation de lecture peut donner des idées pour bénéficier un peu plus de cette relation-là. C'est ça. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu et activité avec l'animal en dehors de juste des choses très traditionnelles, lancer une balle, lancer un frisbee, courir avec son chien, voilà, des idées un peu en plus assez sympas à faire et qui vont bien motiver les enfants. En plus, dans le livre, il y a beaucoup d'activités qu'on peut fabriquer soi-même, donc c'est encore mieux parce que du coup, l'enfant fabrique et après, il peut faire avec le chien, donc ça, c'est chouette. Parfait. Ben, je vais mettre tout ça en référence. Je vous rappelle que Léa travaille à Lyon. Donc, si vous aimeriez ça la rencontrer dans un contexte professionnel ou personnel. Alors, Léa, c'est toujours un plaisir de t'écouter, d'être inspirée et d'apprendre avec toi. Alors, merci d'être venue au podcast Bouger pour grandir. Merci Josiane, merci beaucoup pour ton invitation. J'étais ravie de pouvoir échanger à nouveau avec toi. Bye bye tout le monde.